Madame, monsieur, bonsoir. C'est l'heure de votre rendez-vous quotidien avec l'actualité sur ATV. Au sommaire ce soir. Un suspect interpellé près de 12 ans après la disparition de Magali Méjean. Un homme déjà connu de la justice est mis en examen pour viol et meurtre. Le corps de la jeune femme avait été retrouvé en janvier 2014 à Basse-Pointe. Dans ce journal aussi, 1500 Martiniquais souffrent de la drépanocytose, une maladie génétique très répandue sur l'île. Pour soutenir les patients, des fonds seront récoltés demain par les restaurants McDonald's à l'occasion du grand jour. Apprendre à limiter ses déchets, c'est l'objectif de l'Éco-Festival Pays. Le respect de l'environnement est au cœur de ce rendez-vous organisé sur la place de la Savane à Fort-de-France. On en parle dans quelques minutes. Et on débute donc avec ce coup de théâtre dans l'affaire Magali Méjean. 12 ans après la disparition de la jeune femme, un suspect a été arrêté et mis en examen pour viol et meurtre. Pour rappel, Magali Méjean avait disparu le 17 décembre 2013 dans le nord de l'île alors qu'elle était partie en randonnée. Son corps avait été retrouvé un mois plus tard au quartier Chalvet à Basse-Pointe. Le reportage de Louis Sabas. C'est un dossier criminel considéré comme gelé qui connaît un rebondissement subit avec l'arrestation d'un homme suspecté de viol et de meurtre dans l'affaire Magali Méjean. Les faits remontent au 17 novembre 2013 quand Magali Méjean, alors âgée de 28 ans, est portée disparue lors d'une randonnée dans le nord de l'île. Son corps sera découvert le 24 janvier 2014 au quartier Chalvet à Basse-Pointe. 12 ans plus tard, l'interpellation du suspect impliqué dans la mort de la Canaise crée une lueur d'espoir pour la famille Méjean, dans l'attente depuis 3 ans d'une avancée de ce dossier. Pour la famille, c'est d'abord une grande satisfaction, même si on sait qu'en réalité, même après 12 ans, tout commence. Puisque quand vous avez quelqu'un qui est mis en examen, vous devez attendre que l'instruction évolue, savoir quel sera son positionnement. Nous mettrons, en ce qui nous concerne, les parties civiles tout en œuvre pour sortir du tunnel et faire en sorte que la justice puisse passer si vraiment cette personne était reconnu comme le coupable de l'affreuse stratégie que la famille Méjean vit depuis maintenant près d'une douzaine d'années. L'arrestation ce jeudi du suspect intervient à la suite de la reprise du dossier par un nouveau juge d'instruction. L'individu serait âgé de 34 ans et défavorablement connu des autorités pour des faits de nature sexuelle. Mis en examen pour meurtre et viol, l'individu a choisi le silence comme défense lors de son passage en garde à vue et devant le juge d'instruction. Son avocat regrette que, dans cette affaire, le secret de l'instruction ait été brisé. Nous entrons dans ce dossier dans une phase d'instruction qui est couverte par le secret de l'instruction et vous l'avez constaté, parce que la loi l'autorise à violer ce secret de l'instruction, une loi autorise à violer une autre loi. Le procureur de la République s'est exprimé, mais moi je vais respecter la loi parce que la défense n'a pas le droit de violer le secret de l'instruction. Il faut peut-être que la loi change et que les parties, par leurs avocats, aient le droit de parler de ce qu'il y a dans le dossier au même titre que le procureur s'autorise à le faire. Cette avancée pourrait mettre fin à ce dossier criminel vieux de 12 ans et apporter des réponses à la famille Méjean. Et dans l'affaire du meurtre de Nelson Williams, le verdict est tombé à la mi-journée. Ménélik Surena est reconnu coupable de l'assassinat du jeune homme et de tentative d'assassinat sur le cousin de ce dernier. Il écope de 28 ans de réclusion criminelle assortie d'une mesure de sûreté des 2/3. Ménélik Surena se voit aussi interdit d'acquisition et de port d'armes. Il ne fera pas appel du jugement, selon son avocat. De son côté, la famille de Nelson Williams se satisfait du verdict. Les réactions face à la caméra de Louis Sabas. Ça a été une semaine très compliquée. Un soulagement. J'ai la sensation que la Cour a entendu et a reconnu la barbarie qui a été commise sur mon fils et qu'elle a rendu une peine à la hauteur de ce qui a été fait. Et c'est pas anodin et oui, je suis soulagée. Alors ça fait pas tout, mais c'est bien déjà. C'est quand même un premier pas vers la suite, quelle qu'elle soit. On a l'impression parfois que les criminels ne sont pas jugés tels qu'ils devraient l'être. Et aujourd'hui, je pense que c'est un criminel de moins dans nos rues. Parce qu'il faut rappeler quand même qu'on a la violence qui est en plein essor sur notre île, malheureusement. Et je pense qu'il était temps de donner une peine exemplaire, parce qu'il faut rappeler que ce genre de peines, elles ne sont pas fréquemment données. Et là, elle est à la hauteur de l'acte qui a été commis. On a un acte extrêmement grave,
Donc on a une peine qui est lourde À la hauteur. et qui est en conséquence. C'est une satisfaction effectivement d'abord pour la famille, je l'imagine, de la victime décédée, mais aussi pour Steven Begedou, car Menelik Surena avait dit beaucoup de mensonges au sujet de son attitude. Il avait prétendu que s'il avait tiré sur lui, c'est parce que Steven Begedou l'avait menacé, alors qu'il est ressorti très largement du débat et s'est consacré par la décision de la cour d'assises, que l'attitude de Steven Begedou a été une attitude pour s'interposer, non pas pour agresser Menelik Surena. La décision de 28 années de réclusion criminelle infligée à M. Surena Menelik me paraît tout à fait juste. Je pense que la décision qui a été prise a tenu compte de tous les éléments, et notamment des éléments humains de ce dossier. Il s'agit de deux crimes extrêmement tragiques, qui ont détruit, je pourrais dire, pratiquement 2 familles. Et puisque l'on parle de justice, nous avons une pensée ce soir pour maître Catherine Cardereau. Cette avocate spécialisée en droit de la famille est décédée dans la nuit de jeudi à vendredi. Elle avait 55 ans. Professionnelle engagée, elle était très appréciée de ses collègues. Elle laisse un vide immense au sein du barreau de Martinique. Nous adressons nos condoléances à sa famille et à ses proches. À la une aussi de l'actualité, la 13e édition du Grand Jour chez McDonald's se tiendra demain. Vous connaissez le principe, pour tout Big Mac acheté, l'intégralité de son prix sera reversée à l'association Assad 972 pour soutenir les patients drépanocytaires et sensibiliser la population à cette maladie génétique très présente sur notre île. Les explications de Dorian Cahuila. Depuis sa naissance, Jennifer affronte la drépanocytose, une maladie aussi douloureuse que répandue en Martinique. Au sein de l'Assad 972, elle met son expérience et son énergie au service des bénéficiaires qu'elle soutient quotidiennement. On est là pour la drépanocytose. C'est quand le globule se coince dans les vaisseaux, petits vaisseaux, ça donne des douleurs qui sont très violentes. Et c'est comme des coups de marteau au piqueur dans les articulations. C'est pour sensibiliser sur la maladie et puis pouvoir aider l'association pour leurs différentes manifestations. Demain, chaque Big Mac acheté se transforme en coup de pouce concret. L'intégralité des bénéfices sera reversée à l'Assad 972, une bouffée d'oxygène financière pour l'association qui accompagne toute l'année les patients touchés par la drépanocytose. Récolter des fonds pour les aider dans leur accompagnement. Donc depuis 13 ans maintenant, on a déjà récolté 228 000 euros. Et toute la population martiniquaise se mobilise chaque année. On fait d'ailleurs un appel à la mobilisation massive demain pour pouvoir récolter encore plus de fonds. L'année dernière, on a récolté par exemple 21 418 euros qui ont d'ailleurs permis d'acheter des équipements respiratoires pour les malades. Une certitude se dégage. Face à ces chiffres, la prévention reste notre meilleur réflexe. Dans le cadre de la Semaine européenne pour l'emploi des personnes en situation de handicap, nous avons découvert hier le portrait d'Andy Latour, un jeune professeur au lycée Schellcher. Et bien ce soir, je vous propose d'aller à la rencontre de Marie-Béatrice Thérosier. Vous l'avez peut-être déjà aperçue derrière le comptoir de son restaurant, sans savoir qu'elle est atteinte d'une poliomyélite, un handicap diagnostiqué alors qu'elle n'avait qu'1 an, mais qui ne l'a pas empêché de faire carrière. Un reportage paroles et images et G2R vidéo. Alors j'ai eu la poliomyélite à l'âge de 1 an et donc j'ai des séquelles de polio à la jambe droite. J'ai une atrophie musculaire du genou jusqu'à la cheville. En gros, ma jambe droite ne fonctionne pas correctement. C'est un handicap qui n'est pas très invalidant, même s'il est visible. J'ai été opérée à plusieurs reprises pendant mon enfance et mon adolescence pour diminuer les conséquences de cette poliomyélite. C'est-à-dire qu'il y a eu un travail qui a été fait sur l'articulation de ma cheville pour me permettre de marcher à peu près normalement. Sinon c'est tout, donc 8 repas, dont 2 spéciaux.
Un handicap, ça a toujours un impact. Ça a un impact en termes d'image, par exemple. Quand vous boitez légèrement, quand vous êtes sourd et muet, voilà, il y a des handicaps qui sont invisibles. À partir du moment où vous avez un handicap visible, ça a forcément un impact en termes d'image. Eh bien, les handicaps, ça se dépasse, je ne vais pas dire facilement parce que ce n'est pas vrai, mais ça se dépasse. Selon moi, mais d'ailleurs pour surmonter son handicap ou simplement pour réussir dans la vie, c'est une solide formation. C'est encore plus vrai quand on est handicapé. Il faut, selon moi, également se poser les bonnes questions sur l'adaptation de son handicap à ses objectifs. Et ensuite, comme pour tout le monde, mais peut-être un peu plus que pour tout le monde, il faut viser, en tout cas, un certain niveau de compétences et un certain niveau de qualité dans tout ce qu'on fait. On poursuit avec cette journée portes ouvertes à la centrale thermique EDF de Bellefontaine. Des étudiants ont pu visiter le site à l'occasion de la semaine de l'industrie. Outre les bâtiments et les machines, les jeunes ont surtout pu découvrir tout un panel de métiers et rencontrer des équipes passionnées. Les détails recueillis par Ryan Anias. Ils sont présents pour découvrir l'installation, le fonctionnement de l'installation qui permet de produire de l'énergie pour le territoire martiniquais, mais également aller à la rencontre de collègues qui travaillent à la maintenance, à l'exploitation, à la conduite, à la performance, à la logistique, pour découvrir voilà, la diversité des métiers de la centrale. Alors, on a vu des personnes très curieuses qui ont découvert du coup justement des métiers qu'ils ne pensaient pas trouver à la centrale. Non, il n'y a pas que des électrotechniciens à la centrale de Bellefontaine, donc plein de métiers différents. Et donc voilà, ils ont vraiment apprécié surtout de discuter avec les collègues, échanger avec les collègues et comprendre comment on peut de partir d'un lycée technique et aller sur des postes techniques, puis voir des postes managériales dans l'entreprise. On a plus d'une trentaine d'alternants et stagiaires chaque année dans la centrale de Bellefontaine, donc avec aussi une part de féminisation importante. Et on essaie de plus en plus de féminiser les emplois. Donc on a plus de 20% aujourd'hui de femmes au sein de la centrale. Et c'est aussi un enjeu qui nous tient à cœur. C'est vraiment une filière qui est très riche pour nous. Donc on a sur une dizaine de recrutements, les 10 derniers recrutements, on a eu 3 alternants qui ont été embauchés. Sur la place de la Savane à Fort-de-France, c'est l'Éco-Festival Pays qui accueille les visiteurs pendant 3 jours. Jusqu'à demain, cet événement tourné vers l'écologie fait le pari du zéro déchet. Ateliers, stands, animations, le public est invité à venir équipé de ses propres contenants. Jean-Marc Carteron. Un événement sans poubelle en plein cœur de la capitale. L'Éco-Festival Pays transforme la Savane en laboratoire grandeur nature du zéro déchet. Ils sont les premiers à tester des ateliers. Les collégiens, accompagnés de leurs professeurs, découvrent concrètement comment réduire leurs déchets au quotidien. J'ai bien appris que le compostage, ça se fait avec de l'herbe sèche, qu'on peut mettre des fruits, des légumes, ce qu'on a mangé. Déjà, j'aime bien m'occuper du jardin. Et ma mamie tient un jardin, du coup, je pourrais l'aider plus souvent. Des vêtements avec des malfaçons, en fait, on peut les revaloriser et en faire des beaux objets. Donc là, c'est ce que les jeunes filles principalement sont en train de faire, pendant que mes garçons sont en train d'apprendre à réparer des objets du quotidien. Il faut qu'on entretienne vraiment chez les élèves cette démarche pour pouvoir avoir une île propre, sans pollution. Sur le village d'exposants, chacun adapte son stand pour éviter tout déchet inutile et proposer des solutions concrètes pour consommer autrement. Demain matin, s'ils peuvent aussi apprendre à bricoler, parce que bien souvent c'est très important, c'est d'apprendre à bricoler chez soi et ça va leur permettre de faire leur réalisation eux-mêmes. C'est important pour le territoire que les poubelles deviennent moins grosses et du coup que nos épluchures, au lieu d'être incinérées ou enterrées, contribuent à fabriquer du compost qui est bon pour le sol et pour
l'amendement de nos plaintes. L'ambition Zéro Poubelle repose sur l'action de Myriam Thiraud de l'association Zéro Déchet. Elle veut changer les habitudes et présente les moyens mis en place pour réussir ce pari écologique et encourager chacun à adopter les bons gestes. La première chose, c'est que pendant tout le festival, il n'y a aucune poubelle. Donc finalement, les déchets vont être réduits à 0. Le seul déchet pour lequel on a prévu une poubelle, ce sont les déchets alimentaires. On a demandé à tous les enfants et à toutes les personnes de venir avec leur gourde, avec leur boîte à lunch, avec l'idée qu'on peut organiser un festival en Martinique sans qu'il y ait une montagne de déchets à la fin de la journée. Un festival qui prouve qu'avec quelques gestes simples, chacun peut contribuer à alléger la planète, même en plein cœur d'une grande manifestation. La protection de l'environnement est aussi au cœur de l'opération Pays Propre. Pour sa 28e édition, plus de 1300 participants sont mobilisés. 22 sites naturels seront nettoyés pendant 3 jours. Depuis 2010, l'opération a permis de récolter 321 tonnes de déchets et de sensibiliser des milliers de participants. Les précisions recueillies par Dorian Cahuila. L'action Pays Propre afin de retirer le maximum de déchets. Ici à la mangrove derrière l'aéroport du Lamentin. C'est quand même désolant de voir beaucoup de déchets issus de nourriture. C'est dire qu'on a fini de manger et on jette nos déchets directement dans la mangrove, c'est quand même particulier. Beaucoup de bouteilles d'alcool, etc. Donc on peut s'amuser, faire la fête et respecter quand même la nature et éviter de jeter des déchets ici, quoi. On est très content d'aider à embellir la Martinique et à nettoyer ses bords de route. Des déchets de toute nature, beaucoup de plastique, pas mal de verre, beaucoup d'emballages de produits de consommation, quelques produits électroniques et on doit avoir pas loin d'une quinzaine de sacs là déjà alors que la journée vient de commencer. Aujourd'hui est une opération de sensibilisation du grand public et des entreprises à la propreté en Martinique et à la gestion des déchets aussi. On en profite pour discuter de sujets variés, rappeler que les choses sont faites correctement en Martinique. On a la possibilité de trier sur le territoire, que c'est fait. 28e édition depuis 2020. On en est à plus de 20 000 participants, 321 tonnes de déchets collectés. Événement organisé donc par l'association Entreprises Environnement en collaboration avec l'ODE. Et aujourd'hui, on nettoie 22 sites. Sur le week-end, on a 1300 personnes mobilisées. Donc entreprises, scolaires, aujourd'hui principalement les scolaires, particuliers et associations. Autre rendez-vous du week-end, le Monde des enfants est une manifestation entièrement gratuite destinée aux jeunes de Bocanal à Fort-de-France. Il devrait être près de 300 demain sur la place des Almadies de 10h à 17h. Au programme, stands artisanaux, gourmandises, ateliers créatifs ou encore château gonflable. Line-Rose Cornelius, présidente de l'association Quartier en Action, est face à la caméra de Jean-Marc Carton. Ce jour-là, ils seront dans leur plus belle vie. Ça veut dire qu'ils auront à boire, à manger à gogo sans payer. Je ne veux pas que les enfants payent ce jour-là. J'ai envie qu'ils aillent, qu'ils disent, ils sont avec leurs parents, ils disent « Maman, aujourd'hui, il faut qu'on aille là. Il y a des châteaux gonflables, il y a des ateliers créatifs, il y a des stands gourmands, il y a tout à volonté. Et maman, surtout, le Père Noël, il arrive à 15h. Il donnera des cadeaux aux enfants de Texaco et de Bocanal, principalement, avec une extension, c'est vrai, à quelques enfants de Trénel. Et à partir de 17h, nous avons le temps fort des adultes. Ça veut dire qu'à 17h, le groupe de Bocanal va jouer à 17h, de 17h à 18h30. À 18h30, après, nous avons les troubadours de 19h à 21h passées. La marraine de la manifestation, Suzon Sainte-Rose. Mon père est décédé il y a 2 ans. Mon père est quelqu'un de Bocanal. Il a toujours voulu faire quelque chose pour les enfants de Bocanal, pour les adultes. Il travaillait, il a œuvré pour Bocanal. Aujourd'hui, c'est notre façon, nous, de prendre le relais et de justement faire cette manifestation pour lui rendre hommage, indirectement, sans citer son nom, sans rien. Ouvrons notre page des sports avec un invité de marque. Il a fait trembler la planète MMA le 18 octobre dernier en devenant champion des poids welter de l'organisation Ares. Sa victoire par KO sur Baïsangour Shamsoudinov dit Baki en a étonné plus d'un. Le Martiniquais Jordan Zebo est avec nous ce soir.
Jordan Zebo, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, vous n'êtes pas venu les mains vides. Devant vous, cette magnifique ceinture de champion décrochée, je le disais, le mois dernier face à Baki. Et cette ceinture, elle représente beaucoup de choses. On va revenir un petit peu sur les dernières années de votre carrière. Beaucoup de personnes vous ont découvert il y a 2 ans, au moment du combat face à Cédric Doumbé. Une défaite très rapide qui a fait le tour des réseaux sociaux, avec beaucoup de choses, beaucoup de polémiques autour. Et puis, le mois dernier, une victoire inattendue face à Baki, qui est l'un des visages du MMA en France. Une victoire que les spécialistes n'attendaient pas de vous, et vous êtes allé la chercher. Oui, c'est ça. Donc, vraiment pas grand monde attendait ce résultat-là, à part moi et mon équipe. Et donc voilà, on a super bien travaillé. On a vu mes points forts, ses points faibles, et on a tout misé sur une bonne stratégie et une bonne préparation. C'était vraiment l'enfer, cette préparation, mais ça a apporté ses résultats. Et voilà. Pour les néophytes, que l'on saisisse bien la portée de ce résultat, Ares, ça représente quoi dans le monde du MMA? Généralement, on connaît tous l'UFC, mais les autres organisations un peu moins. Donc Ares, c'est l'organisation numéro 1 en France et dans le top des organisations mondiales. Donc c'est une organisation internationale, donc il y a des champions même d'autres organisations qui viennent faire partie du roster de combattants. Et donc voilà, c'est ce qui met cette organisation-là sur le très haut niveau, et que généralement, pour tous ceux qui ont approché la ceinture d'Ares ou qui l'ont eu, beaucoup sont passés à l'UFC directement. Donc voilà, là c'est en négociation, on verra si je combats début d'année prochaine. Est-ce que ce sera pour défendre la ceinture ou directement passage dans la plus grande organisation du monde qui est l'UFC. Ce qui est votre rêve finalement, et qui j'imagine doit être le rêve de pas mal de combattants MMA. Oui, c'est vraiment mon rêve depuis le début. J'ai commencé ici avec Christophe Violin et toute l'équipe AMA. Et c'est depuis 2018 que je suis parti pour continuer ma carrière en professionnel. D'abord, j'ai fait d'autres combats amateurs, environ 32 combats amateurs. Et ensuite, là, je suis à mon 9e combat professionnel, 10e combat professionnel. Donc voilà, il y a eu un gros chemin parcouru depuis. Et voilà, j'espère que c'est que le début. Et c'est ce qui est intéressant aussi dans votre parcours, puisque des champions antillais, il y en a énormément, mais des champions antillais qui ont débuté aux Antilles, c'est tout de suite un peu plus rare. Vous l'avez dit, vous avez débuté avec Christophe Violin ici. Comment ça s'est passé? Comment est-ce que vous êtes arrivé avec ce sport, sur ce sport mixed martial arts? Donc très tôt, j'ai eu l'envie d'être le meilleur combattant du monde. C'était un petit rêve d'enfant, mais aussi une vraie vocation. Même très tôt, j'ai eu autant l'amour du combat comme celui de l'enseignement, du point de vue vraiment martial du sport. Et j'ai aimé directement les valeurs que ça apporte, la rigueur qui est nécessaire pour arriver à un tel niveau, le fait que ça sollicite toutes les capacités physiques, mais aussi psychologiques. Donc énormément de résilience, énormément de concentration, le goût du détail. Donc voilà, tout ça dans un seul sport, je suis tombé amoureux très tôt. Et on rappelle que cette discipline n'était pas aussi exposée que maintenant, surtout en France. C'est une discipline qui a longtemps été interdite, d'ailleurs, tout simplement. Vous êtes allé la dénicher, vous ne vous êtes pas inscrit au judo ou à la boxe comme la plupart des combattants. Donc j'ai commencé, vu qu'ici on ne peut pas commencer très tôt, le MMA forcément, donc je me suis inscrit d'abord à mes 6 ans dans un club, le Budo, où il y a karaté et judo. J'ai fait les 2 disciplines en même temps parce que j'avais déjà l'objectif d'être complet. Ensuite, dans mes années de collège, j'ai fait de la lutte et du kickboxing et d'autres disciplines à côté. Et dès que j'ai eu l'âge pour commencer le MMA, j'ai commencé, et Christophe m'ont bien accueilli. Ils ont vu que j'étais vraiment très sérieux, discipliné, et ils m'ont donné tout ce qu'il fallait comme encadrement. Quitte à même m'aider à rentrer à la maison le soir quand ça finissait trop tard, les entraînements et tout. Voilà, ils sont aussi devenus une vraie famille. Et même aujourd'hui, donc, je suis avec eux pendant cette semaine-là que je passe en Martinique. Et avec un rendez-vous demain, donc, où vous allez partager un petit peu votre expérience. Exactement. Avec les jeunes pratiquants. Donc ça se passe demain au Mande de Zé de 9h à 11h. Un stage sur réservation tout de même. Donc voilà, le numéro de téléphone est disponible sur les différents réseaux, vos réseaux perso, et aussi de Christophe Violin notamment.
Jordan Zebo, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Félicitations pour cette belle ceinture. Et puis on espère vous revoir bientôt avec peut-être une ceinture de l'UFC autour de la taille. Merci à vous. Bientôt, j'espère. Merci beaucoup à vous. Sport toujours avec l'agenda du week-end. À ne pas manquer la première journée du championnat des Yole Rondes. Au programme également la suite des championnats en sport collectif avec notamment un alléchant RC Saint-Joseph Club Colonial en football pour le compte de la 8e journée de R1. Les précisions de Karine Chassol. Direction la mer pour débuter, les Yoles seront de nouveau de sortie dimanche sur le plan d'eau de Fort-de-France à l'occasion de la première journée du championnat, première des 2 régates à 10h. On reste sur l'eau, mais direction l'Anse du Four à Tartane, c'est un spot qui servira de cadre en surf au Madina Longboard Fest. Cette 3e édition rassemblera des surfeurs de Guadeloupe, Saint-Martin, Saint-Barthélemy, du Pays Basque et des Landes, demain et dimanche. En aviron, les championnats de Martinique Indoor Rowing auront lieu dimanche à partir de 9h. Ce sera au Hall des Sports du François. En natation, les championnats de Martinique sur 25 mètres pour les Benjamins, juniors et maîtres auront lieu demain 16h30 et dimanche à partir de 9h. Ce sera au centre aquatique communautaire Pierre Samo du Lamentin. Une compétition qualificative pour les championnats de France dans la catégorie Benjamin. Sport collectif en football, la 8e journée du championnat de Régional 1 s'ouvre ce soir 20h par 2 matchs. Le derby fouillalé entre le CO Trinel et le Golden Star au stade Louis Achille et Aiglon AS Mont-des-Esses à Georges Gracian. Demain, 15h30, 2 rencontres au programme, US Robert Golden Lion au Robert et Inter de Sainte-Anne Club franciscain à Sainte-Anne. Toujours demain, mais à 19h, 3 matchs se sont prévus, Samaritain d'émulation à Sainte-Marie, Club Péléen Espoir au Morne Rouge, mais aussi et surtout le choc RC Saint-Joseph Club Colonial au Marais. En futsal, la 9e journée du championnat s'ouvre demain, 18h, par le duel des mal classés FC Saléen GIF à Trinité. À 19h, l'Éveil de Carabé reçoit le Casablanca FC. Toutes les autres rencontres se dérouleront dimanche entre 14h et 17h30 à Corridon, Saint-Joseph et au Lamentin. En handball féminin, tous les matchs de la 7e journée du championnat de pré-national sont prévus ce soir 20h. AS Rapid Club SC Lamantinois au Lorrain, Étoile de Gondo Réveil Sportif au Lamentin, Phoenix Franciscain HBC Piloté au François, UJ Redoute Club Sport à Corridon, mais aussi et surtout le choc Entente Meg Arsenal à Trinity. Chez les hommes, 4 des 5 matchs sont programmés ce soir 21h30. Étoile de Gondo Réveil Sportif au Lamentin, Gauloise Espoir de Floréal à Trinité, Phoenix Franciscain USC Citron au François et UJ Redoute Club Sport à Corridon. Enfin, un dernier match aura lieu demain 18h, toujours à Corridon. En basket masculin, la 5e journée du championnat de pré-national débute ce soir 20h30 par le choc USAC Golden Star au hall Péliard Donatien. Tous les autres matchs auront lieu demain 20h30. Chez les filles, on joue demain la 6e journée du championnat de pré-national. Les 5 rencontres sont programmées entre 18h et 20h. En volleyball féminin, dans la poule A, toutes les rencontres se dérouleront dimanche à partir de 8h. Dans la poule B, en milieu de semaine, le CTPVB a disposé de la JS franciscaine. Les 2 autres matchs auront lieu demain, 19h. Au masculin, 2 matchs de la 6e journée du championnat sont prévus demain 21h et une rencontre clôturera cette journée dimanche, 10h. Avant de se quitter, je vous rappelle la principale information de ce journal. Un suspect interpellé près de 12 ans après la disparition de Magali Méjean. Un homme de 34 ans est mis en examen pour viol et meurtre. La jeune femme, en vacances sur l'île, avait disparu le 17 décembre 2013 alors qu'elle était partie en randonnée dans le Nord. Ça y est, c'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir accompagnés tout au long de la semaine. L'actualité continue sur nos réseaux sociaux et notre chaîne YouTube. Justement, retrouvez à 20h30 le journal des réseaux avec Laura Hago. Demain soir, le grand journal des territoires. Et dimanche, le journal de la semaine présenté par Ryan Anéas à 19h. Quant à moi, je vous retrouve dès lundi, même heure. Passez une excellente soirée et un bon week-end sur ATV.